Des représentations diplomatiques saccagées, des drapeaux brûlés, les premiers morts et la moitié de la planète en émeute. Tout cela pour quelques caricatures danoises ressenties comme autant de péchés capitaux. Le prophète Mahomet coiffé d'une bombe? Le prophète Mahomet qui dit aux kamikazes « Arrêtez, notre stock de vierges est en rupture ». Drôle ou injurieux pour les musulmans? C'est selon, mais c'est la rançon de la liberté d'expression. Alors faut-il pour autant mettre une burqa sur ses dessins, rouvrir la Bastille, rallumer les bûchers? Autrefois dans nos contrées, l'Église condamnait aux flammes qui se moquaient du divin. Depuis, la laïcité est passée par là. Alors pourquoi se sent-on offensé à Damas, Gaza ou Genève côté mosquée? À qui profite la haine? C'est l'Arabie Saoudite, cette championne de l'intolérance religieuse, qui a pris la tête de cette indignation sans frontières. Alors, crise religieuse ou crise politique? Reste que cette affaire révèle une blessure bien réelle chez bon nombre de musulmans, trop souvent assimilés aux poseurs de bombes. Alors faut-il mettre une limite autre que légale à la liberté d'expression? Sommes-nous tous danois? Pour en parler ce soir, maître Marc Benant, 62 ans, une éloquence sans pareille au service d'une pensée qui ne doit rien aux vérités toutes faites. C'est dire si les réactions musulmanes le choquent aujourd'hui. L'Occident démocratique ne doit pas baisser la garde de ses valeurs, dit-il. Face à lui, Tariq Ramadan, 43 ans, philosophe musulman que certains croient toujours sulfureux. Pourtant aujourd'hui, Tony Blair l'écoute lorsqu'il affirme jeter un pont entre l'islam et nous. Et aux États-Unis, c'est Salman Rushdie en personne qui prend sa défense. Et ça, on vous le dit, c'est plus drôle qu'une caricature danoise. Bon débat. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à vous, bienvenue à nos invités. Tariq Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Des dizaines de milliers de personnes dans les rues des pays arabo-musulmans, des morts, on en recense aujourd'hui 5, dans cette histoire incroyable de ce jeune adolescent de 16 ans en Turquie qui assassine un prêtre à la sortie d'un service religieux. Est-ce que le monde musulman est devenu fou, Tariq Ramadan ? Oui, je ne dirais pas que le monde musulman est devenu fou, je dirais que tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des réactions excessives. Par rapport à quelque chose qui est ressenti, qui a été ressenti depuis le départ comme une insulte ou en tout cas une provocation. Je pense que véritablement ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un appel au calme général. On ne peut pas continuer à accepter cela, c'est-à-dire entre les appels au boycott jusqu'à l'appel au meurtre. On l'a vu même. Vous condamnez tout cela? Ah oui, non, tout ça, ça n'est pas du tout la façon de régler le problème. Autant il faut pouvoir dire les principes qui sont les nôtres d'un point de vue religieux, c'est qu'on ne représente pas les prophètes et puis que, à plus forte raison, nous ne sommes pas habitués dans la tradition musulmane à nous en moquer, donc on ne se moque pas de ces choses-là. Mais il faut garder une distance critique par rapport à cela et savoir dire ces principes sans réagir excessivement. On ne se moque pas donc là-bas, mais ici? Non, mais je pense que même, je veux dire, ici, on est dans une société qui a une tradition depuis 3 siècles où on se moque de cela. Donc il va falloir s'y habituer. Vous devrez vous y habituer. Nous, on est habitués. Oui, non, il va falloir ce que je voulais dire. Je veux dire, les musulmans vivent ici. On ne va pas pouvoir ajouter du légal partout. Aujourd'hui, ce qu'on doit demander à nos concitoyens et aux gens qui vivent avec nous, quand nous sommes dans des sociétés occidentales, c'est qu'il y a la loi qui donne des limites, mais il y a aussi le vivre ensemble. Et dans le vivre ensemble, ça n'est pas nouveau. Je ne suis pas en train de dire quelque chose de nouveau pour les musulmans, mais on sait qu'il y a des choses sur lesquelles on reste délicat, des choses sur lesquelles qu'on ne touche pas, qu'on fait attention à la sensibilité des hommes et des femmes. Soyez juste clair, Tariq Ramadan. Oui. Qui s'habitue à quoi et qui s'habitue à qui? Vous à nous ou nous à vous? Non, mais attendez. Excusez-moi, le terme est un peu brutal. Attendez. Il y a beaucoup de citoyens suisses, européens de confession musulmane. Ils sont chez eux. Il faut que chez eux, ils prennent la température de quelque chose qui est une longue tradition depuis 3 siècles et qu'ils entendent
et qu'ils reçoivent les critiques, l'ironie et le cynisme. Ça fait partie de la culture européenne. Maintenant, il faut aussi que la société, on prenne tous en compte le fait que les sociétés européennes ont changé. On a toujours fait attention en Europe sur la sensibilité de la société. Ce n'est pas le légal qui gère le sensible. La sensibilité des gens, c'est le vivre ensemble. Et aujourd'hui, on a une sensibilité, aujourd'hui en Europe, qui dit simplement une chose. Écoutez, nous, on n'a pas l'habitude de cela. Alors on n'aurait pas dû faire ces dessins. On n'aurait pas dû les faire ou les produire et les reproduire à l'infini dans toutes sortes d'organes de presse. Je pense, si vous voulez, sur le plan des dessins et de l'humour, on peut se le permettre. Quand on sait comment ça s'est discuté au niveau du journal danois, on sait que dès le départ, il y avait une volonté de provoquer et d'attaquer les musulmans. C'est stupide dans le fond, c'est maladroit dans la façon, et puis finalement les dessins sont d'une qualité tout à fait médiocre. Marc Menon, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que cet épisode, je ne rappelle pas ce que je viens de dire, mais cet épisode, ces manifestations, est-ce que c'est le signe du début d'une sorte de choc des civilisations? Écoutez, je peux vous donner une réponse optimiste ou pessimiste. Ma réponse, à laquelle vous penchez, vous? Je vais tempérer mon pessimisme, une sorte de pessimisme lucide, avec un peu d'espoir. Ma réponse pessimiste, c'est qu'assurément, c'est un choc des civilisations. Mais il faut s'entendre sur ce qu'est un choc des civilisations. La civilisation, c'est des cultures et des pratiques. Ici, nous avons dans un camp la démocratie, dans l'autre, des théocraties ou des dictatures. Ici, la liberté, là, la soumission. Ici, le pluralisme, là, l'univocité. Quand je parle de la soumission, comprenez-moi bien, monsieur. Je sais que l'islam veut dire soumis à Dieu. Je ne considère pas du tout que la soumission soit une manière de rapetisser les êtres. C'est un modèle, il a été le nôtre. Il fut un temps où nous avions un Dieu et un roi. Nous avons cru, peut-être c'est de l'illusion, que nous gagnions en hauteur et en liberté en nous libérant de cette position subalterne, de suppliant. Mais je conçois parfaitement que des cultures trouvent dans le renoncement, dans l'ascèse et dans la contention une grandeur qui désormais nous ferait défaut. Mais je dis simplement qu'il y a ces deux mondes. Ces deux mondes s'affrontent. Beaucoup en Occident sont dans le déni. Ils pensent qu'en évitant les mots, ils évitent le phénomène. Et ils pensent qu'il suffit de fuir par la négation pour ne pas avoir affronté l'inévitable. Un choc des civilisations, monsieur, c'est pas nécessairement une tragédie. D'abord, je commence par dire c'est un choc des civilisations. Je ne dis pas c'est le choc de la civilisation et de la barbarie. Nous ne sommes pas dans ces situations analogiques à celles de la chute de l'Empire romain. Il y a deux visions du monde, avec cette singularité que la leur, si j'ose prendre cette distance... Mais alors qu'est-ce qu'on en fait de ces deux visions, maître? Alors il y en a deux qui s'opposent, on voit bien, d'un côté la soumission à Dieu, de l'autre la non-soumission à ce Dieu et l'égalité et le principe d'égalité et de liberté. Je veux dire, je ne suis pas convaincu qu'il y ait des parades. Je pense que la tolérance, dans le vrai sens du mot, n'est pas une chose qui se décrète. Elle vient au bout du chemin. Elle vient lorsque nous aurons été, et les uns et les autres, affaiblis et enrichis par nos différences échangées. C'est à l'horizon. Alors, que pouvons-nous faire dans l'immédiat? Pardonnez-moi, je ne suis pas grand clerc. Je pense que, d'abord, la pédagogie. C'est assez extraordinaire de penser à quel point nous sommes ignorants les uns des autres. Alors expliquez peut-être à Tariq Ramadan cette pédagogie. Vous voulez lui faire la pédagogie de la satire et de l'ironie. Vous voulez lui dire, eh bien c'est notre droit de publier par exemple 12 caricatures, y compris représentant Mahomet. Ah, je vais lui dire ça et bien d'autres choses encore, mais j'étais plus équilibré dans mon propos, parce que lorsque je parlais de la pédagogie, je pensais à ce que l'on essaye d'apprendre à l'autre, à quoi on entend l'initier, comment on veut lui faire partager nos lumières ou nos clartés, mais aussi ce que nous avons à faire en nous-mêmes. Je suis frappé par l'incroyable ignorance collective de ce qu'est l'islam. Et dans cette ignorance, il y a place pour toutes les caricatures de la pensée, tous les a priori et toutes les haines. Je pars de l'idée, mais très, très banale, que la haine et le rejet est une des métastases de l'ignorance. Et je trouverais juste que l'on enseignât dans nos écoles ce qu'est l'islam, pour essayer de brouiller l'image qu'il donne, que l'on nous parle, je ne sais pas, d'Avicenne, d'Averroès. Mais alors ces dessins, justement, ils brouillaient l'image de l'islam, à votre avis? Alors, selon moi, pas du tout. Je considère que ces dessins, d'abord, je les trouve de modeste facture. Ensuite, je ne suis pas convaincu avec vous, monsieur, qu'ils ont été voulus comme une provocation. Ils ont été voulus comme ce par quoi on s'assure de la liberté que l'on a. Vous savez, une liberté, il faut la mettre en œuvre. Il faut qu'elle soit maintenue vivace. Je ne suis pas convaincu qu'il soit offensant
Mais ils vous ont fait rire. Il y en a en tout cas un qui vous a fait rire. Bien sûr, ils m'ont fait sourire. Mais laissez-moi vous dire pourquoi je trouve qu'ils ne sont pas offensants. Et je pense même, c'est un début de paradoxe, qu'ils n'ont pas offensé. Si je dis qu'ils ne sont pas offensants, c'est que, bien sûr, on est dans le domaine du subjectif et de l'appréciation, et il faut toujours savoir d'où l'on parle, sous quel climat et sous quelle latitude. Mais je dis que s'ils sont offensants, c'est parce que dans l'exclusive mesure où ils violent des interdits, celui de la raillerie, celui de la représentation du sacré ou du prophète. Et ce que je veux soutenir, c'est que ces interdits, pour légitimes qu'ils soient, pour nobles qu'ils puissent paraître, ne nous sont pas opposables dans une société laïque. Ne nous sont pas opposables. Écoutez, je crois que de ce point de vue, alors je vais commencer par répondre par la fin de votre propos. Je pense que c'est pas à vous de décider de ce que sont les interdits d'une religion, et vous le dites de façon assez claire. À partir d'un certain moment, il ne s'agit pas d'opposer. Il s'agit de dire, écoutez, nous vivons ensemble dans la même société, nous avons des interdits, nous ne sommes pas habitués à la raillerie sur le fait religieux, on peut se moquer de beaucoup de choses, nous n'avons pas l'habitude. Quand on vit ensemble, dans une démocratie, dans un cadre légal, il ne s'agit pas simplement de savoir ce que la loi permet, il s'agit aussi de savoir ce que les sensibilités reçoivent. Et quand on est dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, à partir d'un certain moment, la liberté d'expression, elle est un droit incontestable. Son usage doit faire l'effet ou doit être le produit d'une approche raisonnable. C'est la seule chose. Est-ce que la satire peut être raisonnable? Est-ce que je peux simplement aller plus loin, simplement pour vous dire une chose. Il se trouve que j'étais en octobre au moment où les faits se sont passés au Danemark et que j'ai discuté à l'intérieur de la rédaction du journal en question. Et vous aviez deux pôles dans la rédaction, entre des journalistes qui disaient non, nous savons ce que ça va donner, et d'autres qui disaient oui, nous devons affirmer notre droit à l'expression. Et donc il y avait bien de la provocation. Mais ça m'amène à dire une chose. La façon dont vous avez présenté les choses au début de votre intervention, en disant nous avons affaire à deux mondes, je crois qu'elle est caricaturale et qu'elle est binaire et qu'elle n'est pas vraie. Ça n'est pas vrai que le monde occidental est aussi monolithique de la façon dont vous l'avez présenté, et c'est totalement faux de présenter le monde musulman comme un tout monolithique qui serait à la soumission, au non-droit. C'est pas comme ça que les choses se passent, les choses sont beaucoup plus complexes, et en Occident, il y a bien débat et malaise autour de la question comment use-t-on du droit à l'expression. Alors comment use-t-on, Marc Benon? Je vais vous répondre, parce qu'il y a un sujet qui me paraît intéressant. Lorsque vous dites que la liberté a des limites naturelles, la liberté d'expression notamment, et vous mettez l'accent à deux reprises déjà sur la nécessité, peut-être même la beauté de vivre ensemble. Et donc vous suggérez, mais vous me détromperez, qu'à vrai dire, dans l'exercice de ma liberté, je dois intérioriser la sensibilité de l'autre, minoritaire. Vous le faites tous les jours. Vous le faites tous les jours. Permettez-moi de conclure. La sensibilité de l'autre, minoritaire ou majoritaire. Alors, je suis toujours aux interdits d'ordre religieux. Au bout de cette logique, Monsieur Ramadan, il faudrait que ma liberté fût cantonnée par le respect de vos interdits, bien sûr, auxquels j'ajouterais très naturellement les 613 commandements juifs, auxquels je devrais ajouter... Vous mélangez les ordres, vous mélangez les ordres, je suis désolé. On ne vous demande pas de respecter nos interdits, on vous demande de respecter la nature de la façon dont vous en parlez. C'est pas la même chose. Je vous demande pas de respecter les 5 prières par jour, je vous demande de parler de façon décente, de la foi de l'autre. Mais le débat ici, Monsieur Ramadan, ce qui a pu blesser, et je disais tout à l'heure, et peut-être j'aurai le temps de le développer ou non, je pense que le monde musulman n'a pas été blessé. Je pense qu'on lui donne à croire qu'il est blessé. Je pense que des raisons politiques le mettent en œuvre au titre d'une blessure qu'il n'a pas éprouvée. Je pense qu'il n'est pas en position réactionnelle, pardonnez-moi, qu'il est en... Je suis désolé. Nous ne sommes pas dans la réaction, mais nous sommes dans... Au nom de quoi, Tariq Ramadan, faudrait-il respecter, comme vous le dites? Et ensuite, bien sûr, vous aurez le temps de parole que vous arbitrerez. Je dis simplement que si nous devions additionner les interdits des croyances, et j'exclus l'idée que nous ne prenions en compte que des croyances majoritaires, parce que, comme vous savez, les majorités changent. Il n'y a pas de doute que dans nos pays occidentaux, l'islam, aujourd'hui, a une forte, belle, accueillie présence. Mais si nous avions à ajouter les sensibilités, les interdits de tous les jours. Vous le faites avec les gens qui sont de la même culture que vous. Vous le faites chez vous. Je parle de la liberté d'expression. Mais vous le faites. Vous mesurez votre liberté d'expression quand vous essayez de ne pas frapper ou de blesser la sensibilité de ceux qui vivent avec vous. Et c'est pas la loi. Sûr, nous ne demandons pas plus de censure, nous demandons simplement plus de respect. Non, vous demandez beaucoup plus de censure, puisque vous auriez voulu qu'au titre de la sensibilité qui est la vôtre, et dont je dis 1000 fois qu'elle est légitime et qu'elle a sa noblesse, que nous nous soyons abstenus
de publier. Moi, je dis... Oui, qu'on mesure ce qu'on est en train de faire. Écoutez, attendez, je veux dire, vous voyez l'ordre du monde, monsieur, vous voyez l'ordre du monde. Je vois le désordre du monde. Vous voyez le désordre. Je pense que ce ne sont pas mes caricatures qui en sont à l'origine. Oui, mais je vais vous dire une chose. D'abord, il y a deux plans sur ce que vous dites et je crois qu'il faut les distinguer. Vous avez raison sur un point fondamental. Il y a eu instrumentalisation politique de cette affaire, c'est une évidence. En octobre, quand j'étais au Danemark, l'affaire allait se calmer, elle s'est calmée. 3 mois plus tard, effectivement, des musulmans du Danemark lancent l'opération qui consiste à en parler dans le monde musulman. Alors attendez, désigner les exploiteurs de cette affaire. Qui les a exploités? Il y a eu des responsables d'organisation, il y a eu des imams qui se sont entretenus. Islamiques, les organisations. Attendez, il n'y a pas de problème là-dessus. Je veux dire, vous n'allez pas me... Je vous fais préciser, c'est tout. On est d'accord, ils sont allés. Il y a eu des réactions dans le monde musulman. Il faut savoir une chose, et c'est vrai, que aujourd'hui, dans le monde musulman, un certain nombre d'États peuvent utiliser la ferveur populaire pour montrer combien ils sont les défenseurs de l'islam et justement lancer cette opération-là. Là-dessus, il n'y a aucun doute sur le fait que cela s'est passé. Mais d'un autre côté, nous savons aussi qu'un certain nombre, et ça s'est passé au Danemark, de courants d'extrême droite étaient très contents de l'instrumentalisation politique dans l'autre sens. Alors attendez, moi j'aimerais juste... Attendez, laissez-moi juste terminer sur la sensibilité. Non, c'est ma petite partie, si vous me permettez. Ça ne va pas durer longtemps, je vous promets. Que je vous dise à ceux qui nous écoutent que vous pouvez évidemment réagir aux propos, et je vois que ces propos sont vifs et je m'en réjouis, et de qualité qui sont échangés ici par SMS. Je vous donne la manière de procéder. Vous tapez infra, votre message, puis envoyez le tout au 939, que Mix et Remix, notre dessinateur, grand blasphémateur régulier de toutes les religions, eh bien, se moquera de vous comme il se doit et comme il se moquera aussi de lui-même. Une dernière chose, ne téléphonez pas ce soir à la télévision, ça pourrait faire sauter notre centrale. D'ailleurs, à ce propos, ne faites rien sauter du tout à la télévision, si c'est possible, ce soir. Alors, pour bien comprendre de quoi l'on parle, et je vois qu'on en revient aux origines de l'affaire, c'est pour ça que je vous ai interrompu, Tariq Ramadan. Denis Poffet nous a préparé un petit sujet qui nous raconte, au fond, les origines de l'affaire. Comme ça, on situera un peu mieux les questions et les problèmes. Et puis, on revient au débat ensuite. Regardez ce sujet. C'est une véritable bombe à retardement. Le 30 septembre dernier, le Jyllands-Posten, le plus gros tirage de la presse danoise, publie 12 caricatures sur le thème des visages de Mahomet. Alors, pure exaltation de la liberté d'expression, chère à nos démocraties, ou provocation gratuite, sachant que l'islam interdit la représentation de Dieu et des prophètes. Et ajouter à cela une satire sur le paradis promis aux martyrs d'Allah. Et pourtant, il faudra près de 3 mois jusqu'au début de l'année pour que l'indignation du monde musulman gagne la rue. Partout en Syrie, au Liban, en Afghanistan, les passions se déchaînent. On brûle les représentations des pays nordiques et même par erreur le drapeau suisse. Les débordements font plusieurs morts, les appels au calme, même de la part de modérés musulmans, n'y changent rien. Polémiste de choc, grand pourfendeur des juifs et des musulmans, le cinéaste néerlandais Theo van Gogh est assassiné en pleine rue il y a 15 mois par un islamiste. Un écrivain danois vient de lui consacrer une biographie qu'aucun dessinateur n'osait illustrer. Et c'est ainsi qu'est né le défi des caricatures du Jyllands-Posten. Depuis, on le sait, ces dessins ont fait le tour des rédactions occidentales. Le Monde vient d'en publier 2, uniquement, dit-il, pour donner des clés du débat. D'autres quotidiens ne se sont pas privés de les étaler à la une, au nom de la sacro-sainte liberté d'expression. Mal en a pris au directeur de la publication de France Soir. Il vient d'être remercié pour les avoir publiés dans son intégralité. Plus près de chez nous, la Liberté essuie, il y a peu, une avalanche de protestations pour avoir croqué le prophète Mahomet lorsque des bains publics ont instauré une séparation des sexes en faveur des femmes musulmanes. Mais n'existe-t-il donc pas en Occident une longue tradition irrévérencieuse envers notre clergé et nos croyances, fussent-elles à l'égard de Dieu en personne? Faut-il décréter la fatwa contre notre dessinateur maison qui se permet toutes les libertés allant jusqu'à clouer le Saint-Père au pilori? Tariq Ramadan, on vient de le voir avec ces anciennes caricatures qui datent évidemment du 19e siècle. La calotte, quand on s'en prenait au clergé catholique, ça c'est l'expression de notre culture. Pourquoi, au fond, ce type de caricature ne pourrait... Pourquoi c'est pas vous finalement, le caricaturiste en islam, qui ferait des caricatures pour expliquer qu'on peut-on faire? Écoutez, encore une fois, vous pouvez continuer à dire « nous, c'est nous sommes, ça, c'est notre histoire » ou de considérer simplement qu'il y a d'autres façons, dans d'autres civilisations, d'approcher le sacré et de ne pas s'en moquer. À partir d'un certain moment, vous êtes suisse, je suis suisse, on va vivre ensemble. Vous allez dire, moi c'est ça, et toi, tu es comme ça. Ou alors on va essayer simplement de comprendre qu'on va vivre ensemble, qu'on va construire la société ensemble. Et
Encore une fois, c'est très important parce que si nous n'y arrivons pas en Europe, voilà le message qui s'envoie aux sociétés est-ce que les pays majoritairement musulmans n'ont pas besoin de cela, finalement, de ce type On de n'a distance? Vous l'avez appelé vous-même, vous dites qu'il faut un peu de distance. Mais il faut des Voltaire dans ces la pays, non? La distance critique, elle se fait dans un travail de mentalité, elle se fait pas dans cette provocation. Regardez ce qui est en train de se passer. Vous avez l'impression aujourd'hui qu'à la suite de ce qui vient de se passer dans le monde musulman, on va vers une évolution de la distance critique, où vous avez l'impression plutôt que dans le monde dans lequel nous sommes en train d'aller vers une émotivité qui rend sourds les gens. Nous sommes devenus sourds l'un à l'autre. Est-ce que vous soutenez est-ce que vous soutenez, vous, les gens qui seraient les Voltaire du monde arabo-musulman, ou musulman, disons? Je soutiens toutes les personnes qui font évoluer les mentalités avec la pédagogie et la délicatesse qui sied à un monde où les sensibilités sont blessées. Et aujourd'hui, c'est ça que j'aimerais dire. Nous sommes d'accord sur le fait que ça a été instrumentalisé, mais vous ne pouvez pas regarder ce monde en disant les gens ne sont pas blessés. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ne sont pas pratiquants, des gens qui n'ont rien à voir avec la pratique religieuse. Et j'en ai rencontré énormément qui disent là, ça va trop loin. Et en plus de cela, vous devez aussi entendre des voix de l'Europe, des États-Unis, du Canada ou de l'Australie, le monde occidental, qui dit là, c'est trop. C'est stupide. Est-ce que la satire peut être respectueuse? Non, le propre de la satire, comme de l'ironie qui est interrogation, comme du sarcasme qui est mis en cause, comme le rire. Il faut bien comprendre que tous les monothéismes ont horreur du rire. Les dictatures aussi, et tous les systèmes totalitaires. Qui vous a dit ça? Horreur du rire. Qui a dit cela? Je dis, mon postulat, et vous le contestez, c'est que les monothéismes ont horreur du rire, parce que le rire désacralise, questionne. Le rire est résolument révolutionnaire. C'est l'objet du rire qui pose problème, pas le rire. Commençons par l'interdit du rire. Je dis le rire est révolutionnaire, et naturellement pour toute autorité, il est du même coup révulsif. Alors nous partons d'une tradition, mais conquise. C'est pas une facilité. Nous avons nos morts et notre histoire. Nous considérons que d'être parvenu. C'est qui, monsieur? Les Occidentaux. Mais non, mais je suis occidental comme vous. Arrêtez de me sortir de ma propre culture, de ma propre civilisation. Monsieur Ramadan, c'est très dangereux ce que vous faites. Vous avez déterminé que l'islam était à l'extérieur de l'Occident. C'est fini, ça, monsieur. Nous sommes occidentaux et musulmans. Vous le reconnaissez, ça? Il y a des musulmans ici. Alors vous me mettez où? Vous allez me mettre mon rire à l'extérieur de l'Occident? Non, je vous mets d'abord dans une double appartenance, monsieur. Très bien. C'est d'abord, et je ne dis pas que vous êtes duplice, je dis que vous êtes duel. C'est pas tout à fait la même chose. Et cette double appartenance fait de vous un fabuleux passeur, comme on le dit ici et là. Et je serais ravi que vous apportiez dans des lieux où nous n'avons pas accès, le message des valeurs que nous défendons. Ou chez vous, les valeurs l'expression de valeurs que vous n'entendez pas. Mais c'est pas tout à fait exact que nous ne les entendions pas. Nous considérons simplement qu'il y a au centre, consubstantiel à notre démocratie, une valeur majeure. Toutes les autres sont des arcs-boutants. C'est la liberté. Et je comprends 1000 fois que la liberté puisse apparaître comme totalement dérisoire à des civilisations qui valent la nôtre. Il se trouve que pour nous, elle est centrale et cardinale. Tout ce qui la menace. Et pourquoi est-ce que vous rendez tout ce qui la menace, terminez votre phrase. Tout ce qui la menace nous apparaît l'agression ultime, nous apparaît mortifère et insupportable. Mais monsieur, d'accord, attendez, nous ne la menaçons pas, monsieur. Nous transigerons sur tout, mais pas sur la liberté d'expression. Est-ce que d'autres sociétés occidentales, comme la société australienne ou la société britannique, sont des démocraties? Bien sûr. Eh bien, elle considère que le positionnement sur cette affaire-là est dangereux et n'aide pas à la démocratie. D'accord. Monsieur Ramadan, est-ce que vous me permettez de dire... Mais est-ce qu'il n'y a pas un raisonnement politique quand même là derrière Tariq Ramadan? Il y a des intérêts aussi. Vous savez bien que ces démocraties réagissent par intérêt. Est-ce que finalement on distingue deux choses? Tout est affaire d'intérêt, il y a des sensibilités. Ce que vous dites est juste. Je pense simplement qu'il faut distinguer les paroles des politiques, des paroles des autorités morales et des intellectuels. Je parle des intellectuels. Alors, je parle des intellectuels. Bon, alors commençons par exclure les politiques du débat. Leur propos est souillé par l'intérêt, la prudence ou la lâcheté. Parlons des intellectuels, c'est-à-dire la race des seigneurs, si vous voulez bien, puisque vous en êtes un. Alors, pour les intellectuels, bien sûr, nous allons vers un type de nuance. Mais je dis simplement que... Et pour tous les citoyens. Oui, parce que ce que nous aurons pensé, monsieur, ce que nous aurons permis aux autres d'apprendre, pardonnez-moi ce nous qui paraît vaniteux, ce que les intellectuels auront permis aux autres d'apprendre sera infiniment heureux. Commençons par tomber d'accord. Et que nos accords tombent en pluie d'or sur les citoyens du monde entier sans aucun doute. D'accord. Attendez, on ne va pas épuiser la querelle théologique ici. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on s'explique et qu'on explique à ceux qui nous écoutent, c'est au fond cette affaire de représentation du divin. Alors Jacques Wartenburg, vous êtes un fin lettré, un expert, si j'ose dire, en religion musulmane. Expliquez-nous brièvement en pourquoi, dans la tradition musulmane, dans la tradition et dans les textes, il est interdit de représenter la figure divine.
C'est pas si idiot. C'est pas si idiot. Dans la Méditerranée, dans le monde de la Méditerranée, le Proche-Orient, il y avait des images de femmes, des hommes, des animaux, etc., etc. Et dans ce monde des images, il y a eu des appels qu'il ne fallait pas diviniser les images. Ce sont des puritains religieux. Ça se trouvait en Palestine, l'ancienne, chez les Israélites, mais ce qui nous intéresse, c'est chez les musulmans. Donc, en Arabie, il y a eu un appel de Mohammed en tant que prophète qu'il n'y a pas de divinité que Dieu et que ce Dieu est au-delà de ce qui peut être représenté. C'est la base. Puis, deuxième chose qui est élémentaire, c'est que ce Dieu-là a créé le monde. Donc, les choses dans le monde, les êtres, les animaux, les hommes, les femmes, ne sont pas des entités qui se sont créées eux-mêmes ou elles-mêmes, mais ce sont toujours des créatures de cette divinité. Je crois qu'il y a un autre élément très important dans cette conception du monde, parce que le monde, s'il y a un Dieu qui est invisible et qui est au-delà, le monde est laïcisé. Ça devient un monde d'objets, d'êtres et de choses qui peuvent être étudiées. Alors, ce qui est peut-être le plus important, c'est que dans ce monde où il y a un Dieu, disons, transcendant, les êtres humains sont dans des rapports beaucoup plus proches les uns des autres, parce qu'il n'y a pas des images entre eux. D'accord, d'accord. Alors, pas d'idole, on l'a bien compris, c'est bien l'idée qu'il n'y a pas d'idole et qu'il y a une impossibilité de représenter. Hafid Ouardiri, bonsoir. Alors vous, malgré l'explication qu'on vous donne, qui est historique d'une certaine façon et qui est une explication théologique, vous ne décolérez pas contre la représentation du divin telle qu'elle a été faite dans ces caricatures. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais dire quelque chose d'important, même si ça ne plaît pas à notre ami Maître Bonan. Les politiques suisses ont eu une attitude à l'égard de la communauté musulmane ici en Suisse et à l'égard du monde musulman, une attitude respectable et nous tenons à les en remercier. Maintenant, pour aller plus loin, oui, en effet, la base même de la foi dans l'islam est hors tout ce qui peut être représenté, puisque Dieu a un de ses attributs, qui est l'invisible. Donc il serait très difficile pour d'aucuns d'entre nous de le représenter de quelque manière que ce soit. Et il est incomparable, donc il y a des éléments dans notre foi qui nous disent comment est-ce qu'on doit percevoir Dieu. Donc nous percevons Dieu hors de toute image, hors de toute représentation. Et ce qui est important aussi... Mais pourquoi faudrait-il que tout le monde perçoive les choses comme vous? Mais voilà, je reviens encore sur la même explication que donnait M. Tariq Ramadan. Le fait de respecter l'islam, ça n'est pas d'acquiescer ses revendications ou son dogme. La question là, c'est de respecter le sacré chez tout le monde, sans pour autant acquiescer ses revendications ou son dogme. Ce que nous demandons aujourd'hui, ce n'est pas que les gens respectent les dogmes de l'islam. Mais respecter, c'est donc ne pas publier, par exemple pour les dessins. Donc c'est censuré. Respecter, ce n'est pas publier. C'est censuré. C'est le souhait, effectivement, c'est le souhait du musulman. Effectivement, donc c'est censuré. Oui, un instant. Je crois qu'il ne faut pas se précipiter dans le langage. Pour nous, ce qui est important, c'est que celui avec qui on vit et qu'on respecte aussi les valeurs intimes qui font de nous ce que nous sommes. L'idée, on peut la discuter, mais quand on ne croit pas en cette idée, on peut en discuter. Mais dès le moment où cette idée, elle imbibe l'être, à ce moment-là, on prend des précautions pour savoir que cette idée est devenue l'être lui-même. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le musulman, demande à ce que les autres, qui ne sont pas soumis ou obligés à croire l'islam, à respecter cet islam et que l'on puisse discuter de ce qui peut nous déranger dans un dialogue serein, respectable. Le dialogue serein, vous n'avez pas commencé par le dialogue serein, monsieur Ouardiri. Oui, ce que j'aimerais dire... Ces caricatures provocantes, vulgaires, insultantes, obscènes... Oui, absolument, absolument. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que je puisse dire que ces choses-là m'ont touché? Parce que je les considère comme vulgaires, comme insultantes, pour ce qui, pour moi, est un modèle qui me dépasse de très loin. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Voyez-vous, monsieur, l'avantage du monde laïque
que je préconise et que je défends, c'est que l'opinion que vous exprimez, vous pouvez l'exprimer totalement librement. Et que vous pourriez même être plus démesuré dans votre critique de ce qui était fait, vous pourriez être haineux, ce que vous n'êtes d'aucune manière, et vous pourriez l'être sans que rien ne vous arrive. Monsieur Ramadan, pour qui il faut avoir toute l'estime du monde, a tenu sur des plateaux de télévision des propos qui ont offensé au plus profond beaucoup d'entre nous. Et je vous assure... Non, c'est ce qu'on en a fait et ce qu'on en a dit. Je les ai vus. Mais attendez, laissez-moi finir. Parce que ce que je vais vous expliquer... Cette petite allusion en petit dérapage, elle n'est pas digne d'un débat intellectuel. Reprenez-la, s'il vous plaît. Je reprends donc la ligne droite. Vous avez dit sur des plateaux de télévision, par rapport au fameux problème douloureux de la lapidation des femmes, vous avez parlé de ce moratoire. Je ne veux pas refaire ici le débat. Je dis simplement que l'on vous ait compris ou pas compris, beaucoup d'entre nous, dans le monde occidental, ont été, peut-être parce qu'ils ne nous ont pas compris, effroyablement touchés et bouleversés par ça. Mais il vous était permis de le dire. Et je vais vous dire, monsieur... Mais il n'y a rien de... Attendez. J'ai dit sur le plateau de télévision, cher monsieur... de dire des choses qui nous choquent au plus profond. J'ai dit sur le plateau de télévision que je m'opposais à la lapidation. Personne ne vous a censuré, en somme. Mais vous voulez me censurer pour dire que je suis contre l'application de cela. J'ai dit que je l'avais condamné au Nigeria, en Arabie Saoudite. De votre existence. Je dirais que... Non, mais la façon dont vous le présentez donne à entendre... ressemblerait à l'enfer, parce qu'il n'y aurait pas d'antagonisme. Monsieur, la façon dont vous le dites donne à penser que je le promeus. Ce qui est, de ce point de vue-là, pas de probité intellectuelle sur ce plan-là. Je vais vous dire simplement que, quoi que vous disiez, et à supposer que cela nous paraisse choquant, vous ou quelqu'un d'autre, nous sommes quelques-uns, et moi le premier, si vous vouliez de moi, servi par l'ordre alphabétique, à être prêt à vous défendre pour que vous puissiez, dans vos propos, aller jusqu'à nier ce à quoi nous tenons. Ça, c'est la vision voltairienne de la liberté. Non, la vision voltairienne de la liberté est le fait de l'ironie. Tout ceci, nous ne sommes pas en train de le mettre en cause. Je suis en train de vous dire une chose. Sur le plan légal, il y a même... Écoutez, sur le plan légal, il y a des limites à la liberté d'expression. Mais écoutez, je pourrais maintenant... C'est la loi. Oui, c'est la loi. Et moi, je dis, on n'a pas besoin d'ajouter de la loi et on ne veut pas plus de censure. Simplement, aujourd'hui, vous avez une approche qui est une approche vraiment binaire et carré du fait de vivre ensemble, et je crois que ça n'est pas sage. Je crois que ce que vous êtes en train de dire peut nous mener dans l'application concrète de cela, dire j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de vous insulter, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de vous heurter, c'est pas notre avenir, c'est pas comme ça que nous allons vivre ensemble, et je crois que c'est fondamental. J'aimerais vous dire une chose, quand vous avez parlé de censure, je veux dire, une fois que les caricatures sont là et qu'on sait que c'est de la provocation, ce que j'ai dit aux musulmans au Danemark, c'est dites que ça vous blesse et passez votre chemin parce que c'est exactement ce qu'on veut. Mais alors, la deuxième chose, passez votre chemin. Mais attendez, parce qu'il y a un autre élément que vous avez dit. Mais avant qu'on le fasse, n'utilisez pas le terme censure. Avant qu'on le fasse, dites simplement le sens civique qui consiste à utiliser sa liberté d'expression de façon raisonnable et responsable. Alors on va voir avec vous, Alexandre Balamand, bonsoir, ce que c'est que l'utilisation civique de sa liberté d'expression. Alors vous êtes dessinateur au Journal de la Liberté, vous avez publié il y a un peu plus d'un an un dessin qui a fait beaucoup parler de lui, qu'on va voir à l'instant. C'est au fond le prophète qui sépare les eaux, parce que vous faisiez allusion à une piscine qui avait été louée à la communauté musulmane et qui voulait séparer les hommes. Mais vous êtes trompé, il s'agissait de Moïse là. On se trompe de prophète. Les hommes des femmes. Mais il y a de fortes analogies, de fortes identités dans le prophète. Ah oui, non, c'est la même tradition. Au fond, à l'époque, qu'est-ce que vous aviez à l'esprit quand vous avez fait ce dessin? Est-ce que vous avez imaginé d'abord les conséquences que ça aurait? Non, bien sûr que non, absolument pas. Pour répondre à Monsieur Tariq Ramadan, effectivement, c'est un transfert entre les deux prophètes. C'est le gag qui est dans le dessin. Voilà. Quelles ont été les réactions à la suite de ce dessin alors? Une avalanche de mails est arrivée à la rédaction, des lettres. Évidemment, moi, je m'attendais pas à toutes ces réactions, parce que quand je dessine le prophète Mahomet, je le dessine comme je dessinerais Moïse, comme je dessinerais Jésus, comme je dessine Dieu, comme je dessine le pape dans mes dessins. Je le prends comme personnage central du dessin. Il est là pour figurer
d'islam pour figurer, pour symboliser la religion. Le travail du dessinateur est fait de code. Donc j'utilise toute une galerie de personnages. Ici, c'était le prophète Mahomet, je l'ai utilisé, je me suis documenté, j'ai pris modèle sur des enluminures que j'ai trouvé sur des sites internet, web arabique, des choses comme ça, et je l'ai représenté de façon... Est-ce qu'aujourd'hui vous le referiez? Vous referiez la même chose? Si je referais le dessin la même chose aujourd'hui? Sachant ce que ça provoque, est-ce que vous feriez Alors, un nouveau dessin du prophète? Aujourd'hui, je peux vous répondre que non, je le ferai pas. Aujourd'hui, pas. Parce que, évidemment, moi, je travaille pas dans ma bulle. Hein. Le dessinateur de presse, c'est comme les journalistes. Je m'imprègne de l'actualité, de ce qui se passe autour de nous. Je suis obligé d'en tenir compte dans mes dessins. Je peux pas provoquer pour provoquer. Est-ce que c'est de l'autocensure, alors? Est-ce que vous vous autocensurez maintenant? Bien sûr. Bien sûr, le premier outil du dessinateur de presse, à mon avis, c'est l'autocensure. Tout ça est mis dans un cadre de la liberté liberté de presse, liberté d'expression. C'est important. Je peux pas tout dessiner, je peux pas dessiner n'importe quoi. Je suis obligé de tenir compte des lecteurs pour qui je dessine. Voilà. Et quand je dessine le prophète, est-ce que c'est du respect? Est-ce que c'est du respect ou c'est de la peur? Si je leur dessine pas aujourd'hui? Oui. Non, c'est du... mais c'est tout, c'est un peu mêlé. J'ai aussi une sensibilité. Je suis pas là en train de faire mes dessins et tout. Je suis une éponge. Les critiques me nourrissent, les encouragements me nourrissent. C'est comme ça que je progresse dans mon métier. C'est comme ça que je progresse dans la vie. Je suis obligé de tenir compte de tout ça, évidemment. Vous instillez l'autocensure. Non, vous avez vu comme vous avez réduit le propos. Vous venez de réduire le propos. Non, il a dit le travail du dessinateur, c'est toujours de penser à comment va être reçu le dessin, à la sensibilité ambiante, c'est toujours ça. Et il se trouve que là, vous avez une nouvelle sensibilité dans votre société qui ajoute à cela, mais elle n'a pas créé quelque... Non, attendez, elle n'a pas créé quelque... qui a été dit. Non, il y a 2 temps. Il fut un temps où ce jeune dessinateur a dessiné Mahomet. Non. La question était de dire, le referiez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, il ne le referait pas. Ça veut dire que les censeurs ont déjà... Écoutez, vous n'avez pas entendu tout ce qu'il a dit. Il vient de dire, et j'aimerais que vous le répétiez, le cas échéant, vous avez dit que votre travail, de toute façon, avec ou sans cette affaire-là, c'est toujours un travail d'autocensure. S'il n'y avait pas les hurlements des foules haineuses, s'il n'y avait pas des morts, s'il n'y avait pas des otages pris, est-ce que vous seriez libre de redessiner Mahomet aujourd'hui? Assurément. Libre, je suis toujours libre de le dessiner. Vous, quand il y a une représentation de ce genre... Votre manière de faire est méprisante, parce que vous ne permettez pas à cette personne d'évoluer par rapport aux événements, non pas dans le sens de la peur, mais de son évolution personnelle, comprendre les choses. C'est aussi important. Monsieur l'imam, si je comprends bien... Je ne suis pas imam, je suis simplement un musulman qui vous parle. C'est déjà très bien, monsieur, c'est déjà très bien. Mais quand vous dites que je l'empêche... Vous faites beaucoup dans l'étiquette, hein, quand même. Parce que vous... Non, mais je pensais vous donner un titre. Non, mais ne me donnez pas très bien. de titre, maître. Je m'adresse à vous comme au plus humble des musulmans. Quand vous dites qu'il est en train de faire du progrès, comment est-ce que ce progrès se définit? Il vient vers l'acceptation de règles qui ne sont pas les nôtres dans une situation... Vous définissez le progrès comme l'adhésion. Non, monsieur, j'ai été pétri dans les écoles judéo-chrétiennes et à ma manière aussi, j'ai appris à comprendre et à connaître ce monde-là et à faire en sorte qu'il ait une harmonie entre ce que je suis en ce qui concerne mon identité spirituelle et le monde dans lequel je vis. Je fonctionne dans un rapport naturel de respect à l'autre. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que je ressens chez ceux qui défendent la liberté d'expression le fait qu'ils ne défendent pas la liberté d'expression. C'est une sorte de dictature intellectuelle. C'est une manière un petit peu à faire avancer l'athéisme matérialiste contre tout ce qui peut être une sensibilité spirituelle. Mais vous, est-ce que vous respectez ceux qui ne respectent pas Dieu? Voilà. Non, mais je les respecte dans la mesure où ils ouvrent avec moi le dialogue, mais qu'ils ne m'insultent pas. Voulez-vous, si vous permettez, monsieur, 2 minutes de dialogue avec vous sur le respect? Je ne crois pas un seul instant au respect. Non pas parce que c'est un mot creux, mais parce que c'est un mot trop plein. Chacun y déverse ses propres exigences. Alors,
Faut-il respecter l'idée que l'on combat? Faut-il respecter l'idée qui vous fait mourir? Faut-il respecter l'adversaire? Faut-il respecter l'ennemi? Jusqu'où faut-il respecter? Mais monsieur, mais c'est absolument incroyable. Je veux dire, on vous parle de respect et vous partez sur le respect des idées. On est en train de vous dire une chose. Vous vivez avec des citoyens qui défendent la liberté d'expression comme vous, qui sont dans l'état de droit. Et ils vous disent, il y a des choses dans mon intimité qui me blessent. Est-ce que vous pouvez respecter ça sans me parler de respecter les idées auxquelles vous êtes opposés? Est-ce que vous respectez les sensibilités des gens qui vous ressemblent et qui vivent dans la même société que vous? C'est possible, ça? Non, il faut savoir. C'est possible, répondez à ma question. Mais je vais répondre. Si vous me permettez de savoir ce que vous entendez par respect, est-ce que respect c'est admirer? Je viens de l'exprimer là. Non. Est-ce que respect c'est admirer? Est-ce que c'est obéir? Est-ce que c'est se soumettre? Respecter, ce n'est pas heurter la sensibilité d'un être qui vit avec vous. C'est possible, faites-moi une définition positive du respect. Est-ce que c'est part d'amour, d'estime, d'admiration, d'obéissance? Le respect est une obéissance. Alors, je n'obéis pas. C'est une reconnaissance, monsieur. Une reconnaissance de dignité. Au-delà des idées que l'on professe. La reconnaissance de dignité. Ça, c'est très kantien. Indépendamment, l'homme ne se... J'ai aucun problème avec la définition kantienne. Parfait. Je vous propose une chose, monsieur, puisqu'un début de sympathie est en train de naître entre nous. Si demain, nous allions... Et c'est vrai, en plus. Mais votre sourire me dit que oui. Et si demain, nous allions, vous et moi sous votre protection, à Damas... ça, c'est pas sûr. Attendez. Je ne peux pas y entrer, donc bon, ça sera alors, difficile. Trouvons d'autres capitales musulmanes. Vous et moi, nous pourrions parler de l'impératif kantien, du respect de la dignité ultime de l'homme, comme si c'était la mienne propre. Vous savez, on verrait Damas, on verrait, vous savez, de la religion chrétienne et de la religion juive. Vous savez ce dont on se rendrait compte, c'est qu'il y a entre la définition kantienne du respect et la tradition musulmane énormément de points communs qui détruisent votre perception de deux mondes qui ne se peuvent pas se parler. Je serais heureux de ces similitudes. Mais elles sont là. J'aimerais que l'on proclamât ces identités. J'aimerais qu'elles fussent claires à l'esprit des uns comme des autres, et pas simplement aux quelques lecteurs que nous pourrions être. D'accord. Attendez, Philippe Beau, bonsoir. Vous êtes un prêtre, vous écrivez souvent des chroniques dans 24 heures, et étonnamment, vous jugez que la réaction des musulmans est compréhensible. Et vous, comme chrétien, vous m'avez dit, moi aussi, parfois, je suis heurté par la manière dont on caricature, dont on raille la religion chrétienne. Oui, alors le choc actuel est complètement disproportionné et manipulé. Je pense en revanche qu'il pose une bonne question. Mais au préalable, je voudrais dire qu'il est toujours sain de pouvoir rire. Premièrement. Et je ne pense pas que la foi chrétienne empêche de rire, bien au contraire. Le problème de la caricature est très ancien. Au IIe siècle, on trouve un âne crucifié, par exemple, dans des graffitis. Mais, Maître Bonan, je voudrais simplement vous signaler qu'au Moyen-Âge, il y avait la fête des fous. On introduisait l'âne dans la cathédrale et on chantait Kyrie eleison en faisant les ians. Donc, avant Voltaire, on s'est déjà bien amusé et je pense que c'est extrêmement sain. Je ne rappellerai pas ici la fable de La Fontaine aussi avec l'âne qui porte des reliques et qui s'imagine qu'on l'adore, et puis Tartuffe. Alors, rire de soi, c'est une chose saine. Rire des autres, c'est beaucoup plus problématique. Et alors, quand on rit des chrétiens ou des catholiques, parfois, ça vous heurte. Alors, quand on rit de soi, il faut pouvoir le faire avec goût, intelligence, esprit. C'est extrêmement rare. Et quand on atteint des personnes, ça peut être extrêmement grave. Alors là, je vois que les frontières sont très souvent franchies impunément. Et alors, j'oserais employer le mot de respect. On se doit de respecter les croyances de chacun. Et je pense donc, y compris les catholiques. Hein. Y compris les catholiques, qui sont naturellement, parce qu'ils ont une certaine visibilité, je n'oserais pas dire dans ce contexte les têtes de Turcs, mais très facilement la cible offerte, mais comme peuvent être les rabbins tout aussi bien. Mais qui alors décide de ce qui est de bon goût et de ce qui est respect? Alors là, on a employé ce soir souvent le mot de censure, c'est un vilain mot, c'est un terme dangereux, mais je dirais qu'il y a une certaine frontière à avoir. Une certaine frontière dans l'expression qui est pas seulement celle du goût et de l'esprit, qui est absolument l'attention à ne jamais blesser, à ne pas être offensant. Et
quand on est sur la voie publique et le journal s'adresse au tout public, alors il faut vraiment être très attentif, et comme la radio, la télévision, on s'adresse à tout un chacun, être attentif. Et vous êtes choqué quand, par exemple, vous voyez des images, des caricatures du pape, des caricatures du Christ? Mais je ne suis pas du tout systématiquement choqué, mais je trouve que parfois elles sont offensantes, et je pense à des fidèles qui sont offensés. Je pense avoir la carrure pour les supporter allègrement, mais je connais autour de moi des gens qui sont plus fragiles. Et à ce niveau-là, je trouve que c'est déplacé. Et qu'il y a donc à avoir une certaine éthique de responsabilité, bien sûr, dans le domaine de la presse. La liberté d'expression, je suis tout à fait en sa faveur, n'empêche pas un respect très profond des croyances qui sont à l'intime de l'humain. Marc Menon, quand vous entendez un chrétien comme ça qui se dit lui aussi choqué par des caricatures, des représentations de Dieu, etc., vous lui dites la même chose que vous diriez à Tarek Ramadan? À plus forte raison. Mais je n'en suis d'aucune manière étonné. Et les positions prises par les chefs, les représentants des églises monothéistes sont d'une singulière concordance. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, le monothéisme a horreur du rire qui désacralise. Je ne suis pas du tout étonné, monsieur, que vous considériez, avec les quelques exemples que vous donnez, que le rire n'a pas de droit de citer, mais ce n'est même pas une critique de ma part, là où il y a vénération. Parce qu'il est point d'interrogation, parce qu'il est contestation. Maintenant, quand vous dites qu'il y a des caricatures qui vous heurtent, mais moi aussi, soyez certains qu'ils me heurtent, non pas celle-là. Celle-là ne me heurte pas, non pas parce que la cible, entre mille guillemets, serait musulmane. Elle ne me heurte pas parce qu'elles sont totalement insignifiantes en cruauté. Si vous voulez qu'on débatte de l'une ou l'autre, Monsieur Ramadan, permettez-moi de vous interpeller. Celle où on voit des musulmans arriver au ciel et où le prophète lui dit « Nous sommes à court de vierges ». Pour nous, c'est d'une totale innocence. Et je vais vous dire pourquoi c'est d'une totale innocence. Parce que nous ne pensons pas un seul instant. Et nous ne pensons pas que vous pensez un seul instant. Que le propre du paradis, c'est d'y être accueilli par 7000 vierges. À supposer que cela fût ainsi, monsieur, cela excéderait très largement. Vous avez parfaitement raison. C'est pas du tout comme ça qu'on décrit les choses. Mais vous savez, attendez. La chose est de sa représentation. Non. Je mais ne vous blesse savez, personne non, en attendez. ironisant C'est sur tout à ce fait qui juste. relève du symbolique. Vous avez commencé par une analyse des choses qui est tout à fait juste. Simplement, vous savez, monsieur, que pendant les 4 dernières années, depuis 2001, ce qui a été dit sur le terrorisme et la violence et les musulmans, c'est que ces terroristes-là, ce qu'ils allaient trouver au ciel, c'est les vierges et tout ceci. Donc il y a une référence directe à quelque chose qui est une atmosphère très malsaine dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Quand, dans la même série vous dites qu'ils sont islamophobes, vous dites que ces dessins sont islamophobes. Non, je dis ils sont bêtes, ils sont stupides et ils sont de la méchanceté alliée à de la stupidité. Mais quand en plus on dessine le prophète de l'islam, le prophète de l'islam avec une bombe en forme de turban, c'est quoi qu'on est en train d'envoyer comme message dans l'atmosphère dans laquelle nous sommes? Parce que, monsieur, ce que j'aimerais dire, c'est que la liberté d'expression ne se mesure pas simplement à ce que la loi vous donne à dire, mais à ce que l'atmosphère internationale vous demande de considérer. Alors, attendez. C'est-à-dire, c'est une vision de la liberté qui est fonction de la réception de l'exercice de la liberté. C'est faux? C'est faux. Mais tout le monde a fait cela. Mais Voltaire a usé de toute cette pratique de la critique de l'islam pour toucher le catholicisme. Pourquoi? Parce qu'il vit dans une atmosphère particulière. Vous parlez de Voltaire. Alors, il y a ici un voltairien en combien? Bonsoir Hervé Loachemol, homme de théâtre. Vous, en racontant brièvement votre histoire, vous allez monter une pièce de Voltaire qui s'appelle précisément Mahomet. Et vous avez été en but à une forme de censure, n'ayons pas peur des mots. Racontez-nous ça. Alors très brièvement, il y a eu 2 affaires Mahomet qui ne concernent en rien les caricatures danoises. Une qui s'est déroulée entre 93 et 94 et l'autre qui vient de se dérouler à la fin de 2005. Alors pour dire brièvement, il s'agissait dans le cadre de la commémoration de la naissance de Voltaire, donc pour 94. J'avais proposé, entre autres choses, de présenter une tragédie de Voltaire en 5 actes et en alexandrin, avec une intrigue très néoclassique. Et cette proposition a été contestée, combattue par voie de presse, de différentes façons, par messieurs Ouardiri et Ramadan. De la façon, laissez-moi parler, monsieur Ramadan. Vous avez tout loisir de vous exprimer. Laissez-moi parler, sinon je m'en vais. Allez-y. Je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi parler. Alors,
Monsieur Ramadan n'aime pas qu'on rappelle ses faits et dans une interview parue en 2005 dans le mensuel Média, le numéro 4 de ce mensuel, il a traité Madame Caroline Fourest de menteuse. Et vous de même. Une seconde, Monsieur Ramadan. Laissez-moi finir. Restons sur la pièce, Monsieur Blachmol. Ah, je ne peux pas. Ma parole est contestée par Monsieur Ramadan. Je dis que c'est lui le menteur. Et je vais, si vous voulez bien, le prouver. Monsieur Ramadan a donné une interview le 25 septembre 93 dans le journal de Genève. Il a, le 28, le conseiller administratif a donné un préavis négatif suite à cette interview. Absolument. Le 3 octobre, Monsieur Ramadan intervenait dans un débat organisé aux Poches. Il y a ici des personnes qui étaient présentes. Le 7 octobre, il a publié une lettre ouverte dans les journaux. Et le 11 octobre, je recevais une lettre officialisant la décision du Conseil. Donc la subvention. Absolument. Voilà, d'accord. Et vous dites, c'est de sa faute. Non, il a le droit de donner son opinion. Personne ne lui conteste ce droit, ni le droit de Monsieur Ouardiri de contester, de débattre. Nous sommes en démocratie, là, ils ont le droit. La responsabilité de la censure incombe aux politiques, c'est clair. Ils ont le droit de dire que ça les blesse, etc., etc. Donc, ça c'est en ce qui concerne la première affaire, Mahomet. La seconde vient d'avoir lieu. Deux lectures de cette pièce étaient prévues. L'une à Saint-Genis-Pouilly le 8 décembre. En Françoisine, voilà. En Françoisine, et l'autre le 10 décembre au théâtre de Carouge. Monsieur Ouardiri, Monsieur Ramadan n'a pas été mêlé à cette seconde affaire Mahomet. Il y a la première. Monsieur Ramadan, laissez-moi parler, je finis. J'en aurai bientôt fini. La seconde affaire, Monsieur Ouardiri est monté seul au front et malheureusement, pour lui, les autorités françaises et suisses ont décidé qu'il fallait appliquer les lois de la République et que cette lecture aurait lieu. Elle a eu lieu, c'est vrai, sous protection policière, et j'en étais désolé. Les spectateurs qui ont assisté à cette lecture ont trouvé tout cela de bonne aloi. C'était une lecture tout à fait, disons, sensible et c'était une lecture de la pièce qui n'agressait absolument personne. Hervé Blachmol, qu'est-ce que vous tirez de ces deux affaires? Quelle leçon vous tirez de ces deux affaires? On vous a censuré, au fond. Il y a eu une tentative la première fois qui a abouti, la deuxième fois ça a échoué. Je note, si vous voulez, c'est assez subtil. Le discours qui est invoqué ici met toujours en avant la sensibilité et l'intimité des personnes. Bien. Moi, je pourrais aussi mettre en avant la mienne. Il se trouve, si vous voulez, que dans mon cas, en tout cas, les représentations qui étaient prévues, les lectures qui ont eu lieu dans des endroits clos, fermés, où le spectateur n'est pas sommé de venir. Il vient s'il le veut, il paye sa place, et il vient librement, il ne vient pas sous la contrainte. Ce qui se raconte dans une salle de spectacle, c'est quand même extravagant de vouloir décider ce qui s'y raconte, avant même que ça ait été fait. Il se trouve que les pressions sont intervenues sur un texte qui a été écrit il y a plus de 250 ans, qui est disponible chez Gallimard, chez Garnier-Flammarion et sur Internet. Personne de ces messieurs n'a demandé l'interdiction de ce texte. Ce qui les choque, et effectivement c'est leur préoccupation, c'est la représentation en elle-même. Ils ont un problème avec la représentation. Monsieur Ramadan le disait dans un débat que j'ai eu avec lui le 12 octobre à la radio suisse romande, un débat avec Raphaël Aubert, dirigé par Raphaël Aubert. Ce jour-là, j'ai la transcription, je peux lire tout ça, monsieur Ramadan. Vous croire, Blachmol. C'est bien, merci monsieur de me croire. Il a développé une argumentation selon laquelle qu'on pourrait résumer sous le terme d'iconoclastie. Je fais un résumé, je suis tout à fait respectueux. Mais j'enseignais la pièce, c'est absolument mais monsieur Ramadan, incroyable. je n'ai pas fini. Est-ce qu'on peut répondre Attendez, monsieur Blachmol. Attendez, deux secondes. Vous allez pouvoir répondre. Oui, c'est de la censure préalable dont on nous accuse. Non, écoutez, est-ce qu'on peut répondre à ça? Je dis
qu'une mise en scène est un acte de lecture qui n'est imposé à personne, et je n'ai jamais de ma vie agressé qui que ce soit. D'autre part, pour parler de M. Ouardiri, il invoque l'invisible, il invoque l'esprit. Il se trouve qu'il y a un vieux débat, un long combat, et que, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne tous les artistes, ce sont des catégories qui ne relèvent pas du religieux. Ça nous appartient. La spiritualité et l'invisible nous appartiennent. Et nous passons notre temps à, précisément, essayer de travailler ce qu'il en est de l'invisible, à notre façon, et nous avons le droit. L'invisible et l'esprit ne leur appartiennent pas. Pourquoi font-ils semblant de confondre le personnage d'Hamlet avec le comédien qui joue Hamlet? Parce que leur stratégie, elle est politique. Je ne leur en veux pas. Je ne leur en veux pas. Ce sont des militants. Leur stratégie est d'islamiser la démocratie et non pas de démocratiser l'islam. D'accord. Et je le regrette. Vous avez dit assez. Hervé Lachebal, si on vous a invité, c'est parce qu'au fond, là, franchement, c'est grave, Tariq Ramadan. Non seulement c'est grave ce qui est dit, mais j'aimerais préalable. Non, on va dans les salles de théâtre, on interdit des pièces dans des lieux privés. Je n'ai jamais demandé la censure, mais je vais même vous dire une chose. Je vais même vous dire une chose, cher monsieur. La décision qui a concerné votre pièce, contrairement à ce que vous dites, avait été prise en juillet. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est faux. Simplement pour vous dire. C'est un mensonge. Monsieur Vessade. Je vous dis dans les yeux que c'est un mensonge. On rentre pas dans le détail. Non, entrez pas dans le détail. J'ai la lettre de monsieur Vessade ici. C'est très important. J'ai la lettre de monsieur Vessade ici. Voulez-vous que je la sorte? Est-ce que je peux terminer? Et monsieur Vessade et Erika de Berpoli ont réagi à une demande de budget qui était trop importante. Ça n'avait rien à voir avec ça. Mais c'est très important. Ça nous intéresse pas. Non, mais ça nous intéresse. Attendez, on se fait traiter de menteur, ça vous intéresse pas? Attendez, laissez-moi pas de menteur, de censeur, c'est autre chose. Non, de menteur, ça a été dit. Maintenant, sur la question de la censure, ce que j'ai dit clairement à monsieur Louachebol, et nous nous étions vus à un débat, c'est exactement 13 ans plus tard, exactement ce que je dis. Écoutez simplement, ça va aller très vite, ça va prendre 30 secondes. Enfin, monsieur Louachebol, je peux concevoir que l'art, en ce qu'il secoue le conformisme et l'ordre social, soit provocateur. Il en va de son essence. Je me garde pourtant bien de confondre la provocation avec une attitude qui, compte tenu du contexte de déchirement dans lequel elle se traduit, engage l'art dans des voies où la liberté d'expression confinerait à s'octroyer le droit d'être méchant, entre guillemets. Or, il y a loin de la provocation à la méchanceté, l'une est à l'esthétique, l'autre à la maladresse. C'est ce que je vous demandais, c'est de vous expliquer et qu'on passe à autre chose. Que vous dit cette histoire? C'est-à-dire, mais attendez. Cela étant, j'enseignais la pièce dans mon cours, donc ne dites pas que je suis contre la représentation. J'ai des étudiants qui l'étudiaient au collège de Sousse. Est-ce qu'une représentation qui serait méchante devrait être, pour le coup, interdite? Non, je ne peux pas arbitrer cette querelle. Et puis, je ne peux pas, contrairement à vous, monsieur, me citer. Donc, vous me permettrez simplement... Je montre que ma ligne reste la même depuis 13 ans. Non, mais il y a deux événements différents dont on parle. Le premier a consisté pour à ne pas obtenir la subvention. Je vais vous dire, compte tenu de ce qu'est le conseil administratif, monsieur, vous auriez demandé à être subventionné pour une pièce de Brecht ou une mise en scène défécatoire de monsieur Yann Fabre, vous auriez été exaucé. Ça, c'est un sujet. Le deuxième sujet, c'est le rapport que l'on peut avoir avec Voltaire. Moi, monsieur, l'idée que vous ayez enseigné Voltaire me met en joie, véritablement. Tout nous rapproche. Même Nietzsche, contentons-nous de Voltaire. Parce que, véritablement, s'il y a eu des pressions, peu importe d'où elles viennent, elles étaient nécessairement enténébrées et ténébreuses. Parce que pour un musulman, pardonnez-moi ce moment de substitution, de vouloir s'en prendre à Voltaire, alors qu'assurément un peu de fréquentation de son œuvre vous apprend que d'abord Mahomet n'est pas malgré son sous-titre. Non, c'est une pièce anticatholique, en tout cas anti-monothéiste. Mais monsieur, je crois réellement, mais monsieur Ramadan le sait, peut-être vous aussi monsieur, que si l'on veut bien lire un peu Voltaire, l'édit sur la tolérance, ces lettres, ça correspond. On a même soupçonné Voltaire d'être pro-musulman. Et je vais vous dire pourquoi cette idée me divertit. Parce qu'il y a quelques jours encore, avant même de savoir que je serais votre hôte, je lisais un livre admirable qui est le Dictionnaire amoureux de l'islam. Et en feuilletant le Dictionnaire amoureux de l'islam sous l'entrée Voltaire, je me disais que ce que je vais dire. Et Chebel, si ma mémoire est bonne, se demande si au fond Voltaire n'était pas le plus passionné des islamophiles. Ceux qui, rendant grâce au prophète, fabuleux législateur, fabuleux
Mais Attendez, maître Bonan, attendez. C'est pas la question. La question sur votre glose littéraire est passionnante, mais revenons peut-être un peu au centre du débat. Parce qu'on arrive au bout. Que l'on veuille empêcher Voltaire et que c'est injuste de surcroît. Monsieur Ramadan, vous avez quand même écrit que Monsieur Loachemol aurait dû monter sa pièce avec un mot d'accompagnement. Non, moi, ce que je voulais, quand j'ai vu André Loachemol, Hervé Loachemol, excusez-moi, quand on s'était vu lors de cela, nous avons eu une discussion, elle était courtoise à ce moment-là. Je pense que absolument pas. D'accord. Vous n'étiez pas courtois. Absolument pas, monsieur. D'accord. Mais après le débat... N'insistez pas sur ce plan-là, parce que vous risqueriez d'être très déçu. D'accord, attendez, monsieur Loachemol, on va pas faire la glose de cette affaire parce qu'elle est un peu compliquée. Ce qui m'intéressait à ce moment-là, je demandais, dans des situations, encore une fois, où nous sommes dans un contexte où c'est tendu, expliquer l'intention, exactement ce qu'il vient de faire. Ça n'est pas pour m'en prendre aux musulmans, c'est une pièce que je veux faire parce qu'elle porte un message. Dire ça. Il y a des gens qui vivent dans votre société. Voltaire, ils savent pas tout ce que vous êtes en train de dire. La prise de distance, ils savent pas. Expliquer pédagogiquement la prise de distance, c'est pas une atteinte à la liberté d'expression, c'est de la psychologie quant à son accès. C'est quand même pas grave de demander ça. C'est pas de la censure, c'est de l'intelligence. On arrive au bout. 3 mots. C'est de l'intelligence que je vous demandais d'être. D'abord, je ne reconnais pas le qualificatif de provocation. Je n'ai jamais cherché à provoquer qui que ce soit. C'est faux, c'est une allégation mensongère. Deuxième chose. En ce qui concerne la demande d'explication, nous avons organisé, non pas avec Erika de Berpoli, mais avec Jean-Pierre Balnéguer, un débat aux poches pour nous expliquer. Dernière chose, détail, franchement, non, mais là, écoutez, dernière chose, laissez-moi finir. Monsieur Ramadan nous a demandé m'a dit qu'on aurait dû aller voir les représentants de la communauté musulmane avant de monter notre pièce. Nous n'avons pas... écoutez, j'ai la transcription de l'interview, du débat à la radio. Non, d'accord, ok. Non, mais là-dessus, on vous croit. Écoutez, on va cesser sur cette affaire particulière. On a parlé de Voltaire et Dieu sait si son fantôme est encore présent ici. Nadia Garbos, c'est à vous que j'aimerais encore poser une dernière question. Vous êtes une musulmane de Suisse. Qu'est-ce que vous pensez de cet échange? Vous avez été blessé par ces dessins? Oui, bien sûr, j'ai été blessée comme beaucoup de musulmans. Je pense qu'il faut promouvoir le vivre ensemble. Notre problème ici est de savoir nous sommes des sémites. Et aujourd'hui, on fait un débat comme si l'islam est quelque chose de nouveau. Or, l'islam a été confronté et a fréquenté l'Occident depuis le 8e siècle avec des richesses. Donc c'est une vie qui est parfois amoureuse, qui est parfois en conflit, mais réellement c'est pas nouveau. Donc on doit trouver les moyens de vivre ensemble. Ce que je veux dire encore, j'espère que je ne serai pas coupée, c'est que on a blessé les musulmans parce que ce n'est pas on peut avoir la liberté d'expression, mais là, c'est la liberté d'insulter. Nous sommes aussi des sémites, donc on veut être respectés comme les autres sémites. Nous sommes aussi des gens qui sont porteurs de valeurs, donc par rapport au prophète, c'est capital pour nous. On peut comprendre, on peut pas, on peut expliquer ce qui se passe ailleurs, ces passions, comme on voit là une passion de monsieur, réalisateur de cette pièce qui est passionné. Pourtant, pourquoi on peut comprendre ce qui se passe ailleurs? Parce que ces gens vivent une injustice au quotidien et on s'en prend du haut de nos tours d'ivoire, on s'en prend à des gens pour leur ôter, un peu pour les blesser dans ce qu'ils ont de plus cher. Donc ces gens manifestent comme ça. C'est vrai que je ne cautionne pas, mais on doit essayer de nous l'expliquer, de comprendre. Rapidement, monsieur Bonan, est-ce que vous admettez cet argument? Au fond, on blesse des gens qui souffrent du sous-développement, d'une dictature. J'explique la réaction. Et pour qui la divinité, et ce sera le mot de la fin, est au fond une forme de consolation. J'entends. La croyance est une forme de consolation. Je ne la réduis pas à ça. Oui, non, mais c'est pas simplement ça. J'aimerais bien dire, madame, que je suis d'accord avec vous, parce qu'il est agréable de finir sur des notes consensuelles et sont harmoniques. Je suis en total désaccord avec vous. Mais en admettant 1000 fois que vous le disiez. Je pense que ce qui est en train de se passer, nous sommes en train de clore comme nous avons commencé, ce n'est pas la réaction à ces malheureuses caricatures, qui ne méritent pas autant de déshonneur, ni de fureur, ni autant d'hubris. Je pense qu'il y a des pays... Excusez-moi, monsieur, ça c'est votre sentiment. Non, mais bien sûr. Vous donnez votre sentiment, mais il faut comprendre le sentiment des gens ailleurs.
je vous assure que dans la vision laïque du monde, et je conçois qu'il y en ait d'autres, l'homme n'est pas réductible à sa spiritualité. Je peux m'en prendre à des foi, à des convictions, sans m'en prendre à la dignité de l'homme. Pour clore sur l'explication de ce que nous voyons d'ahurissant et de dramatique, je suis convaincu, mais je pense que M. Ramadan est pour partie d'accord avec moi, c'est que cette violence est instrumentalisée. Mais pas seulement. Vous pouvez pas. Attendez, moi je suis désolé. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas réduire. Allez, on arrive au bout. On a déjà largement dépassé. Oui, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas réduire l'Occident à votre façon de percevoir les choses. Il y a des gens en Europe qui ne voient pas du tout les choses de cette façon. Alors attendez. La loi 261 du Code pénal suisse nous garantit, en tout cas, ce respect. Mais le respect, le respect de la personne. Nous allons bien sûr faire tout un travail parce que les valeurs ne sont pas figées. Alors, le dernier mot, attendez, c'était à vous que je voulais accorder le dernier mot, c'est à vous. Laissez-moi dire quelque chose avant de finir l'émission. Vous avez appelé, vous avez envie de dire quelque chose. J'ai envie de dire. Alors que vous. Ouais, d'accord. Je suis là, je veux lancer un message. La caricature pour moi, c'était pas une nouvelle. En fait, depuis les événements du 11 septembre, le mot islam ne cesse de faire ménage avec le terrorisme. Alors, je dirais deux choses, que je suis née avec l'un et avec l'autre. Je dirais deux choses, que la presse, elle est libre de dire ce qu'elle veut, mais il y a des limites. Votre liberté s'arrête là où elle commence la mienne. C'est-à-dire la presse qui est censée corriger les dérapages des trois autres pouvoirs, c'est elle qui dérape. On ne cesse d'accuser tous les musulmans du monde de terrorisme. Pardon, excusez-moi. Première chose. Deuxième. Première chose. Deuxième chose, c'est que les musulmans, aujourd'hui, au lieu parce que je sens que c'est une tempête qui va être calmée tôt ou tard. Les musulmans, aujourd'hui, sont en train de terner leur image en saccageant les ambassades, en tuant les gens dans le monde entier. Il faut que les musulmans cessent de tuer, de jeter un pont entre l'Occident, la civilisation occidentale et la civilisation musulmane, et que l'islam, je suis musulmane, l'islam est innocent du terrorisme et de tous les terroristes du monde. Ces gens-là n'engagent ils n'engagent ni le prophète Mohammed, ni l'islam, ni moi, ni les musulmans qui sont modérés comme M. Tariq Ramadan. Bon, moi, je rêve de voir un jour qu'on puisse un jour se cohabiter ensemble, la civilisation musulmane, parce qu'elle a beaucoup à donner. Comme ça a déjà eu lieu d'ailleurs dans l'histoire. Exactement. Très bien. Excusez-moi, je vous interromps, madame, parce qu'on a tellement dépassé. Nous avons tous des rêves andalous. Voilà, très bien, des rêves andalous, très bien. Alors, Tariq Ramadan, vous voilà promu peut-être le Voltaire des temps à venir. Marc Bonan, le gardien des libertés en Occident. On en restera là pour ce soir, on reviendra sur cette thématique sans aucun doute dans cette émission et dans d'autres. La semaine prochaine, vous retrouverez à cette place Romain Jean pour un autre débat d'actualité. Bonne fin de soirée, merci et à bientôt.